Le bois, on le voit partout, de la charpente de nos maisons à nos meubles. Mais est-ce qu'on sait vraiment d'où il vient? Comment passe-t-on d'un arbre, un organisme vivant, à un matériau de construction aussi sophistiqué? C'est ce parcours incroyable qu'on va explorer ensemble. Eh bien, la réponse, c'est une histoire assez fascinante qui mélange la biologie, l'industrie et même un peu de science. Et tout ça, ça commence au cœur même de l'arbre, dans son anatomie secrète. Pour vraiment comprendre le bois, il faut d'abord regarder de plus près la machine vivante qui le fabrique, l'arbre. Alors on va en quelque sorte soulever l'écorce pour voir ce qui se cache juste en dessous. Voici le cambium. C'est une couche de cellules hyper fines, presque invisible, et pourtant, c'est elle qui est à l'origine de tout le bois du monde. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle a un double rôle. Elle fabrique le bois vers l'intérieur du tronc et le libère, qui deviendra l'écorce, vers l'extérieur. C'est comme ça que l'arbre grossit, année après année. Et ce cambium crée deux parties bien distinctes. D'un côté, il y a l'aubier, c'est la partie vivante, la plus jeune, à l'extérieur. On peut dire que c'est un peu la tuyauterie de l'arbre, c'est là que circule la sève. Et de l'autre, au centre, le duramen. Lui, il n'est plus vivant, c'est le squelette de l'arbre, ce qui lui donne toute sa solidité. Attention, ici, il y a une distinction importante à faire. Quand on parle de bois résineux ou feuilleux, ça n'a pas grand-chose à voir avec leur dureté réelle. En fait, c'est une classification purement biologique, qui dépend de la façon dont l'arbre se reproduit. Et c'est une distinction fondamentale, parce qu'elle va déterminer comment on utilise les différents types de bois. Bon, maintenant qu'on a vu comment fonctionne un arbre, prenons un peu de recul. On va dézoomer pour passer de l'arbre unique à la forêt, cette ressource mondiale qui façonne non seulement notre planète, mais aussi notre économie. C'est un point super intéressant. Si on prend l'exemple de la France, on se rend compte d'une chose. Les 3/4 des forêts appartiennent à des propriétaires privés. C'est énorme. Et bien sûr, cette répartition a un impact direct sur la façon dont ces ressources sont gérées et exploitées de manière durable. Et si on regarde la carte du monde, on voit que cette ressource est à la fois gigantesque, mais aussi très très concentrée. En fait, rien que 3 pays, la Russie, le Brésil et le Canada, possèdent une part colossale des forêts de la planète. Ça leur donne évidemment une responsabilité toute particulière. Alors, la question c'est, comment est-ce qu'on transforme un tronc d'arbre, un truc énorme et cylindrique, en planche parfaitement droite? Eh bien, ça demande tout un processus industriel extrêmement précis. Le voyage en scierie est assez fascinant. D'abord, on enlève l'écorce, ensuite, le tronc passe à la première découpe, le sciage de tête, pour en sortir les plus grosses pièces. Après ça, un second sciage vient affiner le tout pour obtenir les dimensions finales, puis, étape cruciale, le tri, pour classer les planches par qualité et par taille. Et enfin, l'empilage et le séchage pour que le bois devienne bien stable. Alors voilà, on a nos planches. Mais le bois, ce n'est pas un matériau inerte, loin de là. Il a des propriétés parfois surprenantes, voire un peu frustrantes. Pour les comprendre, il faut s'intéresser à deux choses, sa relation avec l'eau et sa structure interne. On a tous connu ça, pas vrai? La porte en bois qui se met à frotter, à coincer dès que l'été arrive. Eh bien, la raison se cache dans l'une des caractéristiques les plus fondamentales du bois. Et cette caractéristique, c'est que le bois est hygroscopique. C'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose d'assez simple. Le bois est une véritable éponge à humidité. Quand l'air ambiant est humide, il absorbe l'eau et il gonfle. Et à l'inverse, quand l'air est sec, il relâche cette eau et il se rétracte. Mais attention, il y a deux types d'eau dans le bois. Il y a d'abord l'eau libre qui se trouve dans les cavités des cellules. Elle s'évacue assez facilement sans que le bois ne bouge. Et puis, il y a l'eau liée. Celle-là, elle est absorbée directement dans les parois des cellules. C'est seulement quand cette eau commence à partir que le bois se met à rétrécir et à se déformer, à travailler comme on dit. L'autre grand secret du bois, c'est son anisotropie. Encore un mot savant. Ça veut simplement dire que ses propriétés ne sont pas les mêmes dans toutes les directions. Pour faire simple, imaginez un paquet de spaghettis crus. Si on essaye de les compresser dans le sens de la longueur, c'est super résistant. Par contre, il est très facile de casser un spaghetti en le pliant. Pour le bois, c'est pareil. Il est très fort dans le sens du fil, mais beaucoup plus faible en travers. Bon, après toute cette technique, la question c'est pourquoi c'est si important de comprendre tout ça aujourd'hui? Eh bien, parce que ce matériau, qu'on utilise depuis des millénaires, pourrait bien devenir l'une des clés pour un avenir plus durable. Le chiffre est assez parlant. Un seul mètre cube de bois stocke environ 1 tonne de dioxyde de carbone. En fait, pendant toute sa croissance, l'arbre capte le CO2 de l'atmosphère. Et quand on utilise ce bois dans une construction, on emprisonne ce carbone pour des décennies, au lieu de le laisser repartir dans l'air. Le bois est un véritable puits de carbone naturel. Alors voilà, la question qui reste posée, elle s'adresse à tout le monde, aux architectes, aux ingénieurs.
Comment peut-on mieux utiliser et même réinventer cette technologie naturelle ancestrale pour concevoir un avenir plus durable? C'est une réflexion à poursuivre. Voilà qui conclut cette analyse.